Bonsoir à tous. Je suis ravi de recevoir Pascal Dessin aujourd'hui et son éditrice Jeanne Guyon chez Rivage Noir, cette fois. On parlera tout à l'heure évidemment du rôle d'Émilie Colombani qui, pour le coup, a dirigé Pascal pour un colosse, son nouveau roman, même si on pourrait l'appeler récit, on pourrait l'appeler documentaire, on pourrait l'appeler reportage, on pourrait l'appeler d'innombrables façons, tant il a de multiples facettes. Euh, Pascal, on va commencer par vous, évidemment. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment vous pourriez définir votre vie de romancier et notamment ce passage du noir à la littérature plutôt blanche, qui est plutôt surprenant. C'est un petit peu la surprise de 2021 et on en est Oui. ravi. Pourquoi ce passage-là? Est-ce que c'est quelque chose peut-être de ponctuel ou au contraire, est-ce que ça vous a donné, ça vous a mis en appétit? Ah là là, il y a beaucoup de choses dans cette question. C'est pas une première fois, puisque j'ai eu des aventures d'écriture en marge du genre. Alors c'est vrai que l'essentiel de mon travail de romancier et de novelliste, c'est le noir. J'ignorais d'ailleurs au tout début que j'écrivais du noir. J'étais assez innocent sur cette question des genres quand j'ai débuté l'écriture. Mon premier roman, Les paupières de loup, d'ailleurs, qui fut repris par Rivage plus tard en poche, est sorti dans une collection normale. Et je me suis toujours tourné à cette époque, il y a 30 ans bientôt, vers des éditeurs sans me poser la question de la couleur de couverture. Ça tient à mon histoire. En tant que lecteur, j'ai une histoire assez classique. Je me suis nourri à une littérature classique, allant de Maupassant à Victor Hugo, en passant par Zola, Boris Vian. Je lisais tous ces auteurs en mon adolescence, comme on dit. Et donc, je ne me posais pas du tout la question du polar, je ne savais pas ce que c'était. Je pense avoir lu mon premier polar à 26 ans. J'étais à l'université, c'était La Dame du Lac de Chandler. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étrange, j'ai l'impression d'en avoir déjà lu du polar. Et en fait, parce que j'étais quand même attiré par une littérature tragique, en fait. C'est pour ça que j'ai une vision du genre très large. C'est-à-dire que pour moi, c'est la question du tragique qui est importante et la question de la mort. Voilà, donc à partir de là, peut-être étais-je un auteur de noir. Et ça s'est confirmé par le chemin que j'ai eu en tant qu'écrivain, mon arrivée chez Rivage, et après les choix de mes sujets qui ont déterminé, on va dire, la forme de mes livres, et puis mon goût du jeu aussi, le goût que j'ai du noir et ce souci que j'ai de la noirceur du monde, de l'inquiétude que ça me procure. Tout ça, voilà, des ingrédients, des choses qui font que je suis identifié comme un auteur de noir. Mais même le Colosse ne m'en éloigne pas tant que cela, puisque c'est l'histoire c'est une histoire plutôt tragique quand même, le destin de cet homme. C'est l'histoire d'une transformation d'un homme qui n'a pas tous les avantages pour lui, bien au contraire. Il est lourd d'un handicap qu'il va transcender malgré lui. On est dans le genre encore là. Hein, on est encore dans le genre parce que j'aime bien quand Jean-Bernard Puy dit que le polar, c'est l'histoire d'une transformation. On a un personnage dans un certain état au début, et à la fin, il est complètement bouleversé, il est complètement chamboulé, et l'histoire l'a changé. Et donc, à l'aune de certaines situations dramatiques, il va se changer comme ça. Donc, voilà, je trouve qu'on n'en est pas tellement éloigné. Donc, là, la vraie question, est-ce que c'est un moment ponctuel dans mon travail? Je pense que c'est simplement une continuité dans l'écriture. C'est le sujet qui fait la forme. Hein. euh, Ce colosse voulait, enfin, il y avait l'obligation d'une forme différente. Je voulais aussi aller sur un chemin d'écriture différent, voilà. Mais je ne sais pas si c'est ponctuel. On ne va pas dévoiler la suite déjà que j'ai en tête. Je suis assez superstitieux, mais voilà, c'est un temps d'écriture.
je ne quitterai pas le roman noir, ça va sans dire, de toute façon. Mais il y a eu, il faut les citer, tous mes recueils de chroniques vertes et vagabondes que Jeanne a publiés, L'appel de l'huître, Jeanne et François Guérif, évidemment, Un drap sur le Kilimandjaro. Il y a eu Maintenant le mal est fait, qui est un livre noir, mais qu'on ne peut pas identifier clairement comme un polar. Et puis récemment, j'ai écrit Vers la beauté toujours à la salamandre, qui est une forme de récit. Donc voilà, cela répond à la liberté que je veux trouver dans la littérature en tant qu'homme et en tant qu'auteur. C'est-à-dire que j'ai peur des trop grosses contraintes, j'ai peur des carcans, j'ai peur des ghettos. Et si j'écris, c'est par un grand souci de liberté. Donc voilà. Et le Colosse s'inscrit étrangement, et c'est pas innocent non plus, après un livre comme L'horizon qui nous manque, qui n'était pas franchement un polar-polar, hein, qui est un roman sociétal, un roman d'une plus grande douceur. Peut-être que ça correspond aussi à un tempérament que j'ai en ce moment. Le monde devient tellement agressif, tellement violent que je réagis peut-être par voilà, moins de récits anxiogènes comme je pouvais les pratiquer il y a encore un petit moment. C'est exactement ce que je voulais vous demander justement par rapport à cette société-là qui se noircit de plus en plus. J'avais l'impression aussi que le fait d'écrire un petit peu moins de choses violentes, en tout cas, vous permettait de vous épanouir dans l'écriture. Et vous venez d'y répondre. Oui. Oui, je viens d'y répondre, mais je peux compléter parce que ce que je constate aussi aujourd'hui dans le polar, alors il y a des maîtres de la noirceur et ils me ravissent, mais à un moment donné, émotionnellement parlant, ça me fatigue. Il y a des auteurs que j'admire dans une grande noirceur, mais à un moment donné, c'est pour ça que j'aime beaucoup James Liebert et qu'à chaque fois, je suis rempli, quoi qu'on en dise, il ne faiblit pas le bonhomme. Moi, je viens de terminer son dernier. Si ce n'est que pour la noirceur de l'intrigue, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les respirations métaphysiques, de réflexion sur le monde, son regard sur les personnages qu'il aime, notamment son alter ego, Clette, sur sa fille. Bon, quoique là, elle n'est pas très présente. Mais les paysages, les cieux, les ciels qu'il dépeint sont extraordinaires. Il me plaît plus pour ça, par une certaine douceur, que par la violence des intrigues qui, quelque part, sont assez récurrentes et répétitives. Bon, Clette, quand il a cassé la gueule à 4 personnages, bon, ça y est, c'est fait. Et en gros, dans beaucoup de livres, il le fait. Donc, bon, on a compris. C'est comme quand mon colosse monte sur le ring. J'ai raconté que 3 combats. Il y en avait des dizaines. Il fallait faire un choix. Bon. Et c'est pas là où mon colosse est intéressant. Et donc, c'est pour ça. Alors, peut-être que je réagis comme ça parce qu'effectivement, il y a un peu trop de noirceur dans le roman noir français, notamment en ce moment, où je trouve que ça devient un peu répétitif dans les thématiques, dans le processus de narratif. Et que voilà, je me suis toujours défendu d'appartenir à une chapelle, un courant, etc. Donc, je trace mon sillon comme le colosse. Parfait. Tout à l'heure, on parlait vous nous avez montré votre bibliothèque avec d'innombrables rivages noirs. J'en viens Allez, à… et là, et vous rentrez chez moi, là, quand même. Hein. Voilà. Voilà. Il y a tout derrière les rivages, et puis il y a la grande bibliothèque dans l'autre pièce, là-bas. Alors, comment cette histoire et comment ces livres sont parvenus à vous, ça, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était une anecdote peut-être à raconter, mais avec Jeanne, justement, comment la rencontre s'est faite? Est-ce que tous les deux, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre et Jeanne, notamment, comment vous êtes tombé sur Pascal Dessin? Ah ouais, je vais laisser la parole à Jeanne, mais par contre, je vais juste, avant de lui laisser la parole, vous raconter quand même pourquoi tant de rivages noirs, que j'ai lu pour la plupart à 95%. Parce que quand on est d'une maison comme Rivage, on est d'une famille. Hein. Je vais vous donner 2 anecdotes qui sont parlantes. Puisque j'évoquais tout à l'heure Un drap sur le Kilimandjaro et l'appel de l'huître, je me souviens d'un soir avec François Guérif, on était au Salon du Livre de Montréal et, et j'étais en train d'écrire mes chroniques vertes et vagabonds. Et évidemment, je n'imaginais pas
que Rivage les publierait, parce que d'abord, il me semblait pas qu'il existait un espace éditorial pour ces textes. Et puis, j'en parle avec François un soir, et on était tous les deux, et puis il me dit, mais Pascal, ta place est chez Rivage, et s'il n'y a pas l'espace, on le crée. Et alors imaginez le bonheur de l'auteur qui, quand il écrit, a besoin de confiance, il a besoin de réconfort, il a besoin de... il n'y a pas de certitude dans l'écriture, on est toujours un peu dans le flou, on est très anxieux, on est un peu perdu souvent. Et donc, quand vous avez votre éditeur qui a cet état d'esprit, c'est-à-dire l'ultime confiance en vous, vous êtes extrêmement confiant aussi dans vos projets d'écriture. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est quelque chose qui marque la famille Rivage, je trouve, hein, qui reste très, très forte. Et puis, cette bibliothèque, elle a une histoire. C'est que quand mon fils est né, il y a bientôt 20 ans, un soir, Catherine Guérif m'a appelé, puis elle m'a dit, écoute, j'imagine que tu as des rivages noirs, fais-moi la liste des rivages noirs que tu as. Et j'étais très occupé à la naissance d'un fils, donc je n'avais pas intégré le message vraiment. Et donc, je lui ai fait la liste voilà. Et puis, j'ai vu arriver un jour un porteur avec tous les rivages noirs qui me manquaient, puisés dans la bibliothèque familiale des Guérif, vous voyez un peu. Donc, voilà, ça marque la relation avec un éditeur. Et puis, Jeanne, on se connaît depuis longtemps, mais elle va raconter de quelle façon. Oui, oui, moi j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Je suis arrivée, moi, tu as parlé en fait de la famille Rivage, et c'est vrai que c'est une famille, puisqu'en fait, je connaissais François Guérif, donc le fondateur de Rivage Noir, je n'ai pas besoin de le dire, depuis bien avant le fait de travailler avec lui, puisqu'en fait, on se connaissait depuis, oh oui, facilement 10 ans, même avant que je ne vienne travailler avec lui. Moi, je travaillais à la Série Noire, enfin bon, j'ai fait diverses choses avant. Et puis, j'ai collaboré à la revue Polar, dont François était le directeur de publication, une revue très importante consacrée au polar qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Et puis, voilà, quand j'ai pris la décision de quitter la Série Noire, en fait, c'est venu comme une espèce de chose assez naturelle. J'ai rencontré François à une soirée qui était organisée autour de la revue Polar, justement. Et je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée qu'on travaille ensemble? Et là, je me suis dit, bon, il va me dire oui, oui, peut-être, on verra, on y réfléchira. Et là, pas du tout. Il m'a dit tout de suite, mais oui, en fait, ça tombe à pic parce que j'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec moi. Et ça s'est fait assez immédiatement. Et j'ai eu effectivement l'impression de venir dans une famille que je connaissais effectivement déjà un peu, puisque des rivages noirs, j'en lisais. J'en commandais chez mon libraire, et puis cette collection, c'était absolument magnifique. Donc l'idée d'y travailler, évidemment, c'était quelque chose de tout à fait formidable. Et je suis arrivée, moi, en septembre 1995. Bon, ça, longue histoire de famille, hein, Pascal. Oui, parce que j'ai publié mon premier livre en 95. Donc, et ben voilà. Mon premier Rivage Noir, La vie n'est pas une punition, est sorti au printemps 95. Ouais. Printemps 95, tu avais déjà sorti La vie. Voilà. Et moi, je suis arrivée après, en fait. Ah, ouais. Et donc, en fait, on a commencé à travailler ensemble très, très vite. Pratiquement, alors pas tout à fait à ton premier livre, puisque voilà, La vie n'est pas une punition était déjà sortie, mais immédiatement après, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'avec François, on collaborait de manière très, très étroite. Bon, voilà, je crois que tu lui envoyais tes textes. Je me souviens très bien de tes lettres. C'était mon ami, mon éditeur. Tu écrivais à François et il me le passait immédiatement après. Voilà. Et puis on travaillait ensemble. Ça a toujours été des moments d'anticipation aussi pour l'éditeur. Peut-être que c'est des moments
tu parlais du flou, de l'incertitude de l'écriture, mais pour du côté de l'éditeur, c'est plutôt des moments d'attente, d'impatience, d'anticipation, de plaisir. On se dit, tiens, voilà, nouveau livre de Pascal, ça va être formidable. C'est ce qu'on se dit normalement. Et on n'est Et pas alors, déçu. et alors justement, est-ce que ça a été un crève-cœur ou une petite souffrance en tout cas de voir que Pascal écrivait, mais pas du noir, ou en tout cas que ça allait être dirigé, édité par Émilie Colombani et pas par vous? Ah non, mais alors pas du tout. Alors pas du tout, parce que d'abord avec Émilie, on s'entend très très bien. Moi, je lis énormément de livres dans ce qu'elle publie. Elle publie souvent des choses d'ailleurs qui jouent avec les codes du polar, des livres qui sont souvent très à la frontière. Bon, elle publie un auteur comme Jérémy Fell, par exemple, moi que j'aime beaucoup. Euh, voilà, qui est très très proche de la littérature de genre et qui le revendique d'ailleurs. Euh, voilà, donc il y a non, absolument aucun malaise, bien au contraire. Moi j'avais aimé évidemment la première version du Colosse, mais tout en disant que oui, non, même si le voilà, le narrateur, écrivain mène une enquête sur Jean-Pierre Mazas, il n'empêche que cette enquête, ça s'éloignait quand même considérablement de ce qu'il est convenu de définir comme les bornes du genre, même si j'aime pas beaucoup borner le genre, mais quand même, malgré tout, il faut que les libraires puissent s'y retrouver. Et donc, Ouais. ça avait totalement du sens que ça apparaisse dans la collection d'Émilie. Donc, vraiment, voilà, on travaille vraiment beaucoup en synergie. Il y a absolument aucun problème avec ça. Et j'étais très, très contente, moi, que voilà, Pascal passe de la couverture noire à la couverture bleue de la littérature française Rivage. Voilà. Mais ça restait chez Rivage, ça restait en famille. Sandra? Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Pascal Dessin. Alors moi, je ne suis pas une adepte de romans noirs, donc je vous découvre en fait avec le Colosse. Donc ça un vrai plaisir. Je me demandais justement par rapport à ce que vous disiez tous les deux sur votre fidélité à Rivage, comment vous faisiez, vous, en tant qu'auteur, pour ne pas céder aux appels d'autres, je sais pas, d'autres sirènes éditoriales, parce que j'imagine qu'avec la notoriété que vous avez acquis dans le roman noir, vous avez dû voilà, avoir certaines propositions. Donc, comment finalement cette fidélité tient à toute épreuve, quasiment, sans doute. Oui, elle tient, oui. Espérons qu'elle tienne longtemps. J'ai encore envie d'être là, moi. Maintenant, mais il y a eu évidemment beaucoup de propositions, plus ou moins sérieuses, mais à des moments que l'on comprend. Il y a eu un moment où j'ai été très exposé, on va dire. Il y a eu une période entre 1999, c'est-à-dire la parution du Bruit sous le silence, qui est quand même mon best-seller chez Rivage aujourd'hui encore, et puis Loin des humains, là, j'ai eu 7 ans où c'était flamboyant et j'avais évidemment beaucoup de propositions. Comment j'ai résisté? Moi, je suis un garçon qui est fidèle. Par nature, mon premier éditeur qui était l'Incertain, avec qui j'avais fait 2 livres et que j'ai quitté, entre guillemets, je l'ai fait à leur demande. C'est-à-dire que quand ils ont eu des difficultés, qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas me suivre, ils m'ont dit, écoute Pascal, tente ta chance. Alors, il serait devenu une maison d'édition comme les Gallmeister. Je ne sais pas si je serais encore aujourd'hui chez eux. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Mais c'est le moment où je me suis autorisé à me tourner vers d'autres éditeurs. Et c'est, parlons de lui, grâce à Claude Mesplède, qui un jour m'a dit « Chez qui aimerais-tu publier ?» Il se trouvait qu'il était à cette époque porteur de projet, comme on dit aujourd'hui, à la fois à la série noire et à Rivage. Et moi, comme j'étais fasciné par le catalogue de Rivage, notamment par la présence de Jim Thompson, je lui ai dit, et puis j'étais dans une admiration sans borne pour François Guérif déjà, dont je ne pouvais pas imaginer qu'il aimerait mes livres, surtout le premier,
La vie n'est pas une punition n'était pas franchement un polar. Et voilà, donc moi, tout de suite, j'ai eu le sentiment que je ferais un bout de chemin, un long bout de chemin avec Rivage. Et François, il me l'avait dit clairement en 94, donc quand on va signer pour La vie n'est pas une punition, il me dit, écoute Pascal, on va signer un contrat ensemble, mais le contrat qu'on signe, vraiment, c'est celui entre nous là, en parlant. C'est-à-dire, je veux faire un long chemin avec toi et j'espère que tu le voudras aussi. Moi, à partir de là, voilà, il aurait fallu beaucoup comment dirais-je, d'arguments pour me faire partir de Rivage. On a essayé encore il y a peu de temps. Voilà, j'ai encore résisté. Voilà, c'est comme ça. C'est une question de nature. Après, l'expérience me fait dire que les gens qui cèdent à certaines sirènes, que j'ai connues, que je fréquente, que j'apprécie, n'ont pas fait toujours les bons choix, je trouve. C'est une construction patiente. Dans un parcours d'auteur, ce n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est irrationnel. Il y a des fois, ça marche. Ce n'est pas forcément vos meilleurs livres qui marchent. Je peux en dire quelque chose parce que je trouve que mon Du bruit sous le silence n'est pas le meilleur de mes livres. Il a une certaine efficacité narrative, mais ce n'est pas le plus flamboyant, pour reprendre ce mot. Voilà, et un bon éditeur est un éditeur qui vous accompagne dans tout ce cheminement d'écriture irrationnelle où il y a des hauts et des bas. Voilà, et c'est précieux. Donc, c'est un échange aussi, attention. Ça, c'est dans les deux sens. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, il y a des éditeurs qui ne m'ont pas fait non plus fantasmer, où je ne me sentais pas ma place. Voilà. Un jour, Jean-Claude Izzo a voulu que je vienne à toute force chez la série noire. Je lui ai dit non. Il était porteur de projet aussi. Et c'est arrivé aussi qu'il veuille m'amener chez Flammarion. J'ai dit non. Voilà, c'est pas rien quand même comme choix. Hein, voilà. Je suis très famille, moi, en fait. Voilà. C'est important. Et ça se voit dans les mots que vous employez, clairement, ça se ressent. Alors, il y a un petit message sur mon écran. Ah oui. Ah oui, il y a je peux cliquer sur OK? Oui, sûrement. Voilà, OK. Je ne voudrais pas que tout disparaisse tout d'un coup. Non, c'est bon. Comment a germé cette idée justement d'aller à la rencontre de Jean-Pierre Mazas? Alors évidemment, on le sait dans le roman quand on lit, bien sûr, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y en a quelques-uns. Comment est née cette idée dans ce fameux musée? Comment vous avez décidé à un moment donné d'écrire sur cet homme si particulier, si singulier? Alors, je n'ai pas tout raconté parce que ça aurait pu être fastidieux et puis fatiguer le lecteur, mais il y a eu des temps intermédiaires. C'est aussi pour ça que le Colosse, et j'ai bien, Marin Ledin l'a souligné dans un post sur Facebook, que c'était aussi un travail, je ne m'en étais pas rendu compte, un travail sur l'écriture, en fait. Comment naît une idée dans la tête d'un auteur, comment ça mature, comment ça chemine, comment un jour ça devient un livre. Et le Colosse, c'est l'exemple parfait de la petite graine qui tombe comme par hasard dans un terreau et qui un jour va germiner, hein, et va faire soit une fleur éphémère, passagère, soit un arbre, un arbuste ou un arbre. Voilà. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours du temps pour l'écriture et l'écrivain pour écrire, parce que ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. On ne se décide pas un jour d'écrire une histoire pareille. Il faut qu'il y ait des étapes. Il faut qu'il y ait une fascination, il faut qu'il y ait une raison profonde à un récit. Et là, c'en est bien l'expression. Donc, dans les années 90, je ne peux plus dire exactement quelle année. Je vais dans ce musée en touriste du vieux Toulouse et je vois ce sabot de bois d'un homme qui avait chaussé du 54, donc très impressionnant. Et puis ce moulage, ça a posé tout de suite deux questions pour moi à l'époque. Qui pouvait être ce grand bonhomme qui avait chaussé ce sabot? Et deuxièmement, pourquoi avait-on moulé sa main? C'était quand même assez insolite.
Et ça, c'était sous une vitrine dans le musée. Et me penchant sur cette vitrine, je remarque donc Jean-Pierre Mazas, 1847-1901. Alors déjà, c'est une période qui est assez fascinante, donc troisième ingrédient. Voilà. Et donc, j'avais ça dans la tête. Et au fil des années, j'ai réuni des articles, mais comme ça, au hasard des rencontres aussi d'une bibliothécaire qui m'a confié un des articles qui m'a inspiré le récit, c'est l'interview de son fils en 67 dans la Dépêche du Midi. Une interview, à la gloire de son père, un peu trop glorieux à mon goût, mais avec des éléments intrigants. Il parlait d'une sombre affaire. Tiens, une sombre affaire, voilà. Et je pense que ça, c'était vers 2005, par là. Et puis en 2015, comme on prend les nouvelles d'un vieux copain auquel vous pensez de temps en temps, et grâce à l'informatique, j'ai fait une recherche un soir, tout simplement, mais sans arrière-pensée réellement. Jean-Pierre Mazas, et la première chose qui m'est venue, c'est son acte de décès. Alors, merci la numérisation. Donc, le seul souci que j'avais à ce moment-là, c'était de le décrypter, n'est-ce pas ? Donc, il a fallu le décrypter, parce que l'écriture du 19e, c'est quand même quelque chose. Et là, surprise, l'acte de décès était en contradiction sur plusieurs points avec tous les éléments que j'avais réunis jusque-là. Et donc là, je ne pouvais plus reculer. C'est devenu vraiment une obsession majeure. J'avais le géant dans la tête tout le temps. Et à partir de 2015, j'ai eu l'impression qu'il me guidait, qu'il avait envie de revenir à nous. Et fort de cette impression, j'ai conduit d'abord une réflexion. J'ai établi une espèce de chronologie assez succincte parce que j'avais assez peu d'éléments. Et puis, je suis parti au charbon, quoi. Dès que j'avais un mot qui résonnait d'une certaine façon, j'ai essayé de prendre une direction. J'ai essayé de savoir exactement où il était né parce que le mystère était entier. J'ai fini par le savoir et retrouver le lieu. Voilà, ça a été assez magique. Et la magie a opéré à ce moment-là, c'est allé assez loin. Donc, il y a des lectrices ici qui ont lu le bouquin. L'épisode où je rencontre ce monsieur à la sortie du bois, à Montastruc, la conseillère, ce n'est pas une invention de l'auteur, ça s'est exactement passé comme ça. Et cet homme, en plus d'être chasseur, ce qui pouvait me froisser et faire passer mon chemin, avait été un ancien secrétaire de mairie qui avait fait un dossier sur le colosse. C'est assez spectaculaire. Et de me dire, il est à la mairie, demandez à Sylvie, lundi, elle vous le communiquera. Et le lundi après-midi suivant, j'avais un dossier sur le colosse. Sujet à caution aussi, avec plein d'imprécisions. Mais tout le travail a commencé de cette façon-là et évidemment avec beaucoup d'exaltation parce que moi j'ai une formation d'historien, j'ai fait un DEA d'histoire contemporaine sur la civilisation chinoise, j'ai quand même bien pratiqué les sources de toutes sortes et donc j'ai retrouvé une gourmandise là d'aller à la racine des choses, d'aller voilà, le plaisir de l'historien dans les archives, de retrouver ça, ce qui a donné toute la chair, je crois, au roman récit. Vous disiez tout à l'heure, voilà, en sous-entendant que c'était un drôle de roman, c'est effectivement un drôle d'objet entre le récit historique et la création pure littéraire, parce qu'il y avait tellement de creux, tellement de vides qu'il a fallu que je les remplisse. Et que là, j'en ai appelé à l'auteur de roman qui est en moi. Ça, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, depuis la sortie du bouquin, il y a plein de zones d'ombre qui se sont éclairées, puisque le livre fait beaucoup bouger les lignes ici dans la région. Et depuis, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Aujourd'hui, ça ne serait plus du tout le même livre, sans doute. Par rapport à quels éléments? Pourquoi ce ne serait plus le même livre? Parce que je pense que j'aurais cédé à certaines tentations. Alors, bizarrement, en même temps que le colosse sortait, il y a un historien de Montastruc, la conseillère, qui a sorti un petit livre qui s'appelle « La véritable histoire du géant de Montastruc ». Je crois qu'à un moment donné, j'ai vendu la mèche et que j'ai piqué un historien dans son orgueil de recherche et qu'il a vite sorti un opuscule sur la vie vraie. Voilà. Donc,
c'est un livre que j'ai lu, bien évidemment, avec beaucoup d'anxiété et de gourmandise, qui apporte des éléments que je ne connaissais pas, mais qui, je pense, que si je les avais utilisés, ils auraient atténué l'aspect romantique de mon livre. Je veux dire par là qu'à un moment donné, j'ai quand même fantasmé Jean-Pierre. Par exemple, le mariage, j'ai inventé une situation un peu à la Belle et la Bête, qui est extrêmement romantique. Voilà. J'ai appris depuis les conditions du mariage, c'est pas très sexy. On rappelle qu'elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans, mais dans la réalité, il aurait été le garçon vaché de la famille de cette fille dans la ferme de Tifo, et au bout d'un moment, il les aurait mariés. Bon, c'est moins romantique que dans mon récit. Voilà. Même si j'avais eu ces éléments, je ne sais pas si je les aurais utilisés, parce que ça me faisait aussi rentrer dans des complications de généalogie. Bon, ça c'est un point. Un deuxième point dans le bouquin, c'est qu'il aurait effectivement il aurait passé le conseil de révision et qu'il aurait fait la guerre de 1870. Je ne connais pas ces sources-là, je ne sais pas les sources qu'il a utilisées, mais j'en doute beaucoup. Et puis, il y a un troisième point que je préfère ne pas l'avoir su, parce que j'aurais été un peu embêté, parce que je n'y crois pas du tout. C'est qu'il y a un combat de lutteurs qui m'a échappé. C'est un combat que Jean-Pierre Mazas fait à Nîmes en 1881. Et dans l'adresse au lutteur, il est dit qu'il va faire carrière en Angleterre. Et l'historien de ce livre-là, Vidal, il prend ça comme la source la plus sérieuse, mais il n'y a rien dans les sources qui le confirme côté anglais. Voilà. Et entre les combats de Milhomme et de Duval, c'est-à-dire à 6 mois d'intervalle, imaginez qu'en plein hiver, Jean-Pierre parte de Montastruc pour monter en train à Boulogne, prendre le bateau pour l'Angleterre, faire des combats et revenir pour faire les travaux des champs et combattre Duval qui va arriver à Toulouse, je n'y crois pas. Donc, il y a des choses comme ça que j'aurais utilisées peut-être, mais beaucoup que je n'aurais pas utilisées. Ce qui est beaucoup plus intéressant depuis, c'est que j'étais en signature à Mazamet samedi dernier avec le Colosse, donc, et les descendants de Jean-Pierre Mazas sont arrivés. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Parce que c'est Eliane et Didier Mazas. Alors, Eliane ne s'appelle plus Mazas, mais Didier s'appelle Mazas. Ils sont les arrières petits-neveux et nièces donc, de Jean-Pierre Mazas. Voilà. Et ils m'ont apporté l'arbre généalogique. Et évidemment, c'est une source extraordinaire. Et là, j'ai appris que Jean-Pierre avait un frère, ce que j'ignorais. Donc, ça c'est un élément quand même très intéressant. J'ai appris qu'il avait un oncle qui s'appelait Jean-Pierre Mazas, né à Lavore en 1818, ce qui explique un peu plus la confusion sur le lieu de naissance de mon colosse. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Et puis surtout, il y a un élément franchement romanesque que, encore aujourd'hui dans la famille, il se murmure que Jean-Pierre, par accident dans le train, un jour aurait tué un petit bonhomme. Et ça renvoie à la sombre histoire évoquée par son fils dans la Dépêche du Midi en 67, qui, moi, m'a amené au procès que le châtelain a intenté à Jean-Pierre Mazas un peu plus tard. Voilà. Ça, oui. Alors, c'est pour ça que c'est un livre extraordinaire, parce que je crois avoir apporté 80% des connaissances qu'on peut avoir sur Mazas avec ce livre. Hein. Je crois qu'avant le Colosse, on en connaissait assez peu parce que je suis allé vraiment aux sources. J'ai retrouvé des choses qui n'avaient jamais été touchées dans les journaux, dans les archives, etc. Mais grâce à ce livre aussi, aujourd'hui, il y a toute une matière qui remonte et c'est pour les historiens de demain, quoi. C'est-à-dire que là, il va y avoir évidemment tous les éléments pour saisir encore plus ce personnage. Mais bon, ça nous éloigne un peu du roman, mais c'est pour vous dire comment c'est fantastique de
de s'emparer d'un sujet pareil, quoi, et de rentrer en écriture. Et la difficulté, bien évidemment, c'est à un moment donné de dire « j'arrête là ». C'est pour ça que le dernier chapitre de mon roman s'appelle « Une fin ». C'est une fin telle que je la vois. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est aussi le titre est également un colosse. Une fois de plus, un Exactement. colosse qui Voilà. pourrait être n'importe lequel. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai tenu à ce qu'il y ait cette part d'universel, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, ce personnage insolite est le moyen, est un moyen peut-être de réfléchir sur nous-mêmes, sur le monstre qui est en nous, parce qu'on a tous un monstre en nous. Hein. On a tous quelque chose de monstrueux, de pas forcément agréable. Voilà, c'est une manière Et c'est évident, et ça, il faut le souligner, je n'avais pas la prétention, en ce qui me concerne, d'écrire l'histoire vraie de Jean-Pierre Massas, parce que, imaginez, réduire quand même la vie d'un homme qui a vécu 50 ans, une centaine de pages, même l'histoire d'un paysan du 19e ne peut pas se raconter en 120 pages. Et il arrive plein de choses à un paysan du 19e, ne serait-ce qu'en relation avec l'histoire de son pays et du pays dans lequel il vit. Donc, ça aurait été très, très prétentieux. Est-ce qu'il est, si jamais le livre est réédité, est-ce que vous pensez à rajouter des éléments que vous avez connus là récemment ou au contraire Non. Dans le texte, non. Dans le texte, non. dans la Parce que contextualisation peut-être? Pas forcément. non, peut-être pas. Peut-être une post-face à l'occasion, mais il faudrait qu'il se passe pas tout de suite parce que il en est remonté tellement en un mois là que je me demande ce qui va remonter à moi dans les mois qui vont suivre, parce que le livre commence à avoir beaucoup d'écho dans le pays là, notamment depuis une émission de télé sur France 3. Partout où je passe là pour le signer, c'est quand même un beau succès. Donc il y a des mâles qui vont s'ouvrir dans le pays. Il y a peut-être des objets qui vont rejaillir, des journaux qui m'ont échappé, bien évidemment, des affiches. On a perdu toutes les affiches de ces combats. D'abord, elles n'étaient pas publiées à de nombreux exemplaires, elles étaient mises sur les arbres ou les murs, et puis après, elles étaient déchirées. Mais je ne peux pas croire qu'il ne reste pas des traces de quelques affiches. J'en ai trouvé une, parce qu'elle a été utilisée aussi dans la presse, deux en fait. Mais il y en a eu bien d'autres. Donc, il y a des choses qui vont remonter. Et puis, il y a de vieilles histoires qui vont remonter, qui sont encore colportées, c'est sûr. Et j'attends beaucoup, d'ailleurs, à cet égard, d'une rencontre qui va s'organiser à Montastruc-la-Conseillère le 4 septembre, où il y a une librairie désormais, alors imaginez le luxe, où il se murmure qu'on pourrait penser à une fête du géant à Montastruc. Donc c'est tout à fait voilà. Et je crois que là ça va beaucoup bouger, et que des gens vont venir à moi avec des informations. Donc il faudrait avoir du temps pour ensuite voilà, donner une suite au récit qui serait aussi une suite romanesque. Donc voilà, pas tout de suite. Pourquoi pas, mais pas tout de suite. Justement, pour une fois, vous êtes le véritable enquêteur. Donc là, on inverse un petit peu les rôles. Comment vous êtes arrivé à séparer les bonnes et les mauvaises sources, puisque là, on se base quand même sur une période extrêmement ancienne, avec un langage particulier également. Mais comment vous avez réussi à en extraire véritablement ce que vous pensiez, en tout cas, être juste? Moi, je dirais que j'ai gardé souvent ce qui m'arrangeait. J'ai écarté ce qui ne m'arrangeait pas. Et puis, j'avais ces obsessions. Moi, pendant tout le travail de recherche, j'ai passé beaucoup de temps aux archives départementales du Tarn. C'est là que j'ai trouvé la trace de tous ces combats dans le Tarn. J'ai passé beaucoup de temps aux archives là, à la bibliothèque du patrimoine de Toulouse, où j'ai retrouvé les dépêches de cette époque sur microfilm. C'est dur de travailler sur microfilm. Mais j'ai trouvé beaucoup de combats là. Évidemment, il y a des sources incontournables. Personne à ce jour n'avait trouvé ces sources-là, en tout cas ne s'y était plongé. Il n'y avait pas un travail universitaire qui avait été fait sur ce colosse.
Donc, à ce moment-là, si vous voulez, quand vous tombez sur le compte-rendu succinct, hein, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de presse sportive, hein, d'un combat qui donne des indications, ben, la salle de spectacle où c'est joué, tout de suite, vous avez un lieu que vous ignoriez, dans une rue de Toulouse qui n'existe plus. C'est fascinant, ça vous gardez. Quand vous apprenez que le colosse, ce jour-là, fait 160 kilos et que son adversaire en fait 140 et qui s'appelle le rempart de Bayonne, bon, bah, ça, c'est vous le gardez. Voilà. Après, le tout, c'est de ne pas être accablé par ses sources. C'est-à-dire des combats, j'en avais plein. Et donc, il a fallu que je fasse pour faire avancer mon action, que je fasse le choix des plus judicieux et écarter les combats qui faisaient vraiment redite et on se serait paumé, quoi. Voilà. Je ne dis pas que si j'avais eu l'adresse au lutteur où il était question de l'Angleterre, je ne l'aurais pas utilisé. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que l'historien-auteur aurait eu une réflexion comme j'en ai eu une tout à l'heure. Voilà. Donc, tout cela pour dire que la source s'impose à un moment donné et il y en a un qu'on écarte quand ça ne vous arrange pas, quoi. Quand je sentais que j'allais perdre le lecteur avec des considérations un peu trop familiales, généalogiques, je coupais. Il était inutile de faire toute l'histoire de la belle famille de Jean-Pierre Mazas. Coupons, allez, coupons. Je ne suis pas historien là. N'oublie pas, Pascal, tu es romancier d'abord. Voilà. Un autre exemple, il y a plein d'exemples. Il y avait une nécessité de source, c'était pour la sombre affaire. Ça, je suis très, très fier de ça. Et d'ailleurs, l'historien dont je vous parlais tout à l'heure, qui écrit la véritable histoire du géant de Montastruc, est passé à côté. Et pour cause, parce que c'est un miracle d'historien. C'était en novembre, et pour la petite anecdote, c'est le jour où Nicolas Mathieu a eu le prix Goncourt. Je suis sorti des archives départementales de la Haute-Garonne. Ma compagne m'appelle pour m'annoncer que Nicolas il a le Goncourt et moi je viens de trouver la clé de voûte de mon colosse. J'étais en lévitation sur le trottoir et c'était un grand moment. Et moi pendant 3 ans et plus, depuis que j'avais l'interview de ce fils, plus que ça, j'avais au stabilo là. Attendez, je vais vous montrer. Parce que j'ai quand même gardé certaines pièces à conviction. On peut être en interaction comme ça un petit peu? Ça vous intéresse? Bien sûr, Pascal. Et vous voyez, c'est l'article de 67, c'est celui-là. Voyez. Alors, vous voyez le fils, Joseph, qui est derrière la chemise. Vous voyez bien? On voit parfaitement. La chemise de nuit de son père, là. Voilà. Imaginez, hein. Voilà, c'était quand même pas mal. Et puis, alors, c'est là où j'ai découvert le premier portrait que je raconte dans le livre. Et puis là, au stabilo, là, alors là, il faut que je mette mes lunettes. Il y avait ses performances et un revers de fortune. Il perdit tous ses biens dans un sombre procès, allait faire de lui l'homme le plus fort de son temps, ce qui est une erreur. Hein, les faits, l'interprétation est quand même une interprétation fumeuse un peu. Et j'avais souligné au stabilo sombre procès, et ça m'a toujours obsédé. Et je savais que je pouvais terminer le bouquin à la condition que je retrouve la trace de ce sombre procès. Et alors, je suis allé alors j'étais comme il vivait à Montastruc. Bêtement, je me suis dit, il s'est passé quelque chose dans le Tarn. Donc, j'ai passé un temps infini aux archives du Tarn pour trouver dans les minutes des assises une trace de ce procès. Bon, rien. Je ne pense pas une seconde de regarder au civil. Hein. Sombre affaire, pour moi, en tant qu'historien, c'est un crime de sang au 19e. Non, voilà. Et puis, à un moment donné, je dis, mais attends, Montastruc, la conseillère, c'est en Haute-Garonne. Pourquoi le procès aurait-il eu lieu unique à Lavore? Pourquoi pas à Toulouse? Donc, je me déporte aux archives départementales de la Haute-Garonne. Et là, je ne prends pas je vais directement au but. Je vais voir la bibliothécaire en chef et je lui explique mon projet. Puis je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, elle me dit, sombre affaire, c'est un procès d'assises. Ah, donc elle me sort tous les dossiers, c'est vachement bien fait maintenant, hein. On ne perd pas trop de temps, il y a des inventaires, on a très vite les affaires qui vous renvoient aux minutes, etc. Rien, rien. Et j'étais complètement désespéré ce jour-là. Et ce fameux matin, elle me dit, mais regardez quand même au civil, on a l'annuaire là. Bon, je prends le gros dossier, je le mets sur mon bureau, et je regarde toutes les affaires, et les pages passent, et là on a peur de rater un truc, quoi. Et tout d'un coup je vois Teulade, donc Montchâtelain, Teulade contre Mazas. C'est pas possible. On va me chercher le dossier du procès. Bon, c'était ça, quoi. Donc c'était pas une sombre affaire. Quoique, si mon colosse a effectivement étranglé un petit bonhomme dans le train, il y en a peut-être une à découvrir. Mais en attendant, j'avais trouvé un procès. Et j'étais au moment de mon récit où je n'aurais pas pu passer à côté de cet élément dramatique. Et donc, si je n'avais pas eu cet élément, aussi simple que soit l'affaire, parce que c'est une affaire quand même d'une simplicité incroyable, hein. C'est Teulade qui poursuit son métayer pour impayé. C'est un peu pitoyable venant de sa part, surtout qu'il a gagné beaucoup d'argent avec le colosse. Et donc, j'ai ma clé de voûte. Et si je ne l'avais pas eue, j'aurais dû inventer une sombre affaire qui aurait peut-être été assez proche du meurtre dans le train, pourquoi pas. Et là, je me serais rapproché peut-être d'une réalité, à la condition que ce ne soit pas une histoire de famille qui traîne et qui n'a pas de fondement. Voilà, pour vous dire que comment on s'occupe des sources, comment on choisit. Il y a des sources absolument fondamentales nécessaires, il y en a d'autres qu'on écarte. Il est clair que si j'avais eu vent de ce combat avec l'évocation d'une carrière internationale, avant d'en parler, j'aurais fait des recherches dans les sources anglaises. Hein, j'aurais embauché sans doute un historien de langue anglaise pour faire une recherche dans les archives anglaises, histoire de m'en assurer. Voilà. J'ai essayé, pour vous dire, donc, de trouver le bon chemin, la bonne limite entre l'invention et la réalité historique. Il est vrai qu'il y a des moments où on peut se demander. Il est évident que si, au bout du bout, il a fait la guerre et qu'il est passé au conseil de révision et qu'il a été embrigadé, ma scène ne tient pas dans le roman. Mais je la trouve très, très réelle. Alors peut-être qu'elle est sujette à caution d'un point de vue historique parce qu'elle n'est pas étayée d'une source sûre, mais elle tient la route en tant que dans le roman. Enfin voilà, vous voyez, c'est la magie de la construction d'une telle histoire, d'un tel objet littéraire. Par rapport à ça, Pascal, c'est vrai que l'ouvrage est plutôt court. Vous n'avez pas forcément décidé d'aller très loin dans la part romancée. Vous auriez pu en faire des caisses, hein, sur 400, 500 pages, j'imagine, en imaginant des scènes ou en imaginant des situations. Est-ce que c'était par rapport à un certain respect par rapport à lui que vous n'aviez pas complètement, voulu… complètement. Ouais. Ah oui, 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 parce que j'ai une espèce d'éthique quand même. Non, mais chacun de mes livres, j'ai un grand respect pour les personnages qui m'inspirent, vivants ou disparus. C'est la moindre des choses. On ne fait pas n'importe quoi avec ces personnages et avec ceux qui les ont inspirés. Donc moi, je voulais rendre hommage, au-delà de Jean-Pierre Mazas, je voulais rendre hommage aux pauvres paysans du 19e aussi. Voilà. Je n'allais pas faire un livre à la Vautrin, un livre d'aventure avec des rebondissements dont j'aurais perdu la maîtrise au bout d'un moment et qui aurait été assez, voilà, ça aurait été assez respectueux, oui, pour le personnage de Mazas comme il a été. Il y avait une limite à la part de l'imagination. Voilà. Alors c'est sûr que si j'avais eu d'autres éléments, le livre aurait grossi.
forcément, la scène du train avec le petit bonhomme, ça aurait pris une page et demie de plus. Voilà. Bon. En l'absence de cet élément, mais je n'allais pas inventer un meurtre pour le plaisir de l'inventer. C'était déjà pas mal quand même comme destin. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui sont là, sans trop dévoiler pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture, mais c'est quand même quelqu'un qui est né simplement comme paysan, qui aurait pu être un paysan comme des milliers de paysans de son époque, qui a souffert d'une croissance spectaculaire à l'adolescence. Donc, il est devenu une sorte de phénomène pour lui-même déjà, et puis pour son entourage. On a sans doute beaucoup abusé de lui parce que c'était un gaillard gentil, disponible. Il a fait des prouesses, puis il est devenu lutteur. Puis, à force de tirer sur la corde, sans doute, il s'est cassé en deux, en même temps que la maladie dont il était victime, la chromégalie, le bouffait. Donc, il est devenu phénomène de foi, puis une curiosité pour la science. Ça fait beaucoup, quoi. Je veux dire, déjà, trouver la forme littéraire pour révéler ça, c'était déjà une ambition. Voilà. Après, il y aurait peut-être une version plus KPDP, enfin, je ne sais pas, plutôt plus roman d'historique pur. Voilà. Mais c'est la délicatesse qu'on doit avoir quand on appréhende un personnage qui a réellement existé, hein, et dont les gens peuvent avoir un souvenir et des traces. Et donc, c'est aussi le respect de ceux qui l'ont connu. Et regardez de quoi j'aurais l'air aujourd'hui avec les descendants qui sont venus me voir et qui, depuis samedi, ont lu mon livre et l'ont beaucoup aimé. Ouf! Non mais, moi, c'était ma hantise, hein, que quelqu'un vienne me voir. Quelle était ma légitimité pour écrire cette vie-là? L'auteur a toutes les libertés, on va dire. Le romancier est libre de sa romance. Mais tout de même, si ces gens étaient venus me voir fâchés, en disant « mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit n'importe quoi sur notre famille », j'aurais eu l'air de quoi? Donc, tout ça, j'en avais conscience quand j'ai commencé ce récit. C'était fondamental. Mais je commence toujours un livre. Comment? Oui, je trouve ça formidable d'avoir eu cette décence et ce respect. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'auteurs aient eu le même égard à l'endroit de cette famille-là. Donc, c'était important pour moi de comprendre aussi le cheminement justement de votre écriture et de ce destin-là d'un personnage véritablement très cabossé. Et en effet, vous aviez peut-être senti aussi qu'à un moment donné, les vieilles histoires allaient ressortir. Je pense que vous en étiez C'était peut-être inévitable. quasiment convaincu. C'est inévitable parce que il est mort en 1901. On écrivait encore beaucoup. Alors ça, les sources. Il y a des sources que je n'ai pas voulu utiliser, c'est les sources a posteriori. Parce qu'il y a toute une littérature du sport qui, dans les années 10 et 20, on parlait du colosse. Et honnêtement, pour raconter vraiment n'importe quoi. Là, c'est du roman, là, pour le coup. Donc, dans les années 10, dans les années 20, on parlait, jusqu'à la guerre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on parlait encore pas mal du colosse dans les revues spécialisées, aussi bien de médecine que de sport. C'est pas si vieux que cela. Et dans les dernières décennies, il y a certainement de vieilles gens qui ont encore parlé du colosse en famille, qui ont transmis cette mémoire. Hein. Et la preuve en est, par exemple, là, j'ai eu un échange avec Didier, là, un échange, et ils vont enquêter dans la famille, là, pour savoir s'il n'y a pas d'autres éléments, là. Voilà, ça veut dire que ça existe, ça existe, donc, voilà, du respect, du soin. Voilà, en général, il faut être respectueux. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je prends toujours mes personnages avec beaucoup de délicatesse. Je fais attention à eux. Voilà, ils pourraient. Et vous Ils sont y pas attachez. forcément. On sent Ouais. dans ce que vous racontez, dans votre discours, vous l'appelez notamment Jean-Pierre et non pas Jean-Pierre Mazas. La plupart du temps, on sent cette Oui, il faut proximité l'oublier un avec peu. lui. Ouais. Oui, c'était sur nous, tout le monde l'appelait Jean-Pierre. Hein. Tout le monde l'appelait Jean-Pierre à un moment donné dans son coin. Moi, je rêve de trouver des photos. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas des photos qui existent. D'ailleurs, il y en a une qui. En parlant de photos, Voilà, vous m'avez partagé tout à l'heure une photo, je vais la partager avec vous.
vu qu'elle est inédite. Elle vient de la m'arriver, partager. celle-là. Ouais. Encore une belle surprise depuis l'apparition du livre. Ouais. Ouais. Voilà, vous devriez tous la voir. Voilà. Alors, je crois qu'elle date, elle n'est pas datée. Je l'ai trouvée grâce à Jean Bury, l'historien du sport, qui m'a écrit depuis la sortie du livre, parce qu'il m'avait mis sur les traces de l'Hercule du Nord, un livre de Léonville, qui est un formidable livre d'aventure, là pour le coup, sur les lutteurs au 19e siècle. Et il m'avait parlé de ce livre. Et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Mais mon obstination a été payante parce que dans le livre de Léonville, donc l'Hercule du Nord, son Hercule rencontre mon colosse. Et c'est grâce à Jean Dury, qui est un historien du sport et je crois le créateur du musée du sport à Paris. Et là, il vient de m'écrire pour me dire, mais votre livre est formidable, mais vous ne parlez pas, vous n'évoquez pas les rois de la force, etc. Honte à moi, encore une source qui m'a échappé, mais bon. Et alors, j'ai trouvé ça sur Gallica depuis, avec cette photo. Vous pensez bien que je l'aurais utilisée. J'aurais peut-être pu faire le pendant de son portrait que je dépeins à la fin de la première partie. Voilà. Donc, je pense que cette photo date d'un peu avant sa mort. Il est à Paris, à tous les coups. Tous les ans, il était à la foire des Invalides dans sa cabane, il montrait sa grande main au public. Il semble plus vieux que sur les photos du rapport médical de Édouard Brissot. Donc, je situe cette photo à peu près entre 1894 et 1900, à peu près. Et alors, on voit ses mains qui sont spectaculaires. Et pour la petite histoire, son arrière-petit-neveu qui est venu me voir samedi a une main grande et qui lui ressemble beaucoup. C'est troublant. J'ai été bouleversé samedi. Bouleversé. Et justement, quand on voit les différentes photos, on a même du mal à imaginer que c'est le même personnage, tant la différence physique est forte. Comment vous expliquez ça, Pascal? Oh, ben regardez là son visage, on sent qu'il est assez bosselé. Je crois que c'est l'acromégalie. Vous savez, l'acromégalie, c'est une maladie c'est un désordre de l'hypophyse, donc un désordre hormonal violent, dont les symptômes, notamment, c'est les extrémités épaisses qui dégénèrent aussi. Bon, il y a du surpoids et puis il y a de la sclérose, on va dire, quelque part. Et là, son visage, il est, je pense, déjà très, très, très abîmé, surtout qu'il souffre beaucoup. Personne ne pense à sa souffrance, notamment les médecins quand il est à Paris à la Salpêtrière, mais c'est un homme qui souffre beaucoup. Imaginez, il mesurait 2,20 m et il a fini à 1,86 m. C'est quelqu'un qui a été en état de souffrance toute la fin de sa vie. Donc, le visage, en même temps que l'âge venant, son visage s'est transformé. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite lecture du premier extrait, Pascal? On avait sélectionné 2, on va peut-être commencer par le premier. Oui, bah après, on ne va pas trop fatiguer on ne va pas tout leur expliquer. Ils pourraient s'ennuyer, nos amis. Alors. Ça m'étonnerait, ça. C'est passionnant. Alors, le chapitre 2, pour redonner l'ambiance un petit peu. C'est là où est le roman. C'est là, en tout cas, où est le romancier, je pense. Alors, attendez. Je perds la page. Le chapitre 2 s'appelle « Un homme d'abord ». Nous ne connaissons pas le nom du cheval, de l'homme, oui, mais nous le dévoilerons plus tard. Encore un peu de mystère. À ce moment-là, l'homme n'est pas un monstre, juste un surhomme. Des tas de fumier bossuent les parcelles déjà labourées. La terre est d'une belle couleur, pas brune ariégeoise, ni rouge avéronaise, plutôt jaune lauragaise, de ce jaune qui ferait penser à certaines façades toscanes. Et cette terre est grasse, généreuse, féconde. L'homme et le cheval n'en sont pas à leur premier sillon de la journée,
Ils avancent toujours avec la même aisance, qu'il s'agisse de monter ou de descendre. La pente est plus rapide vers les bois, sous la métairie, mais cela ne semble pas exiger beaucoup plus d'efforts. À peine si le cheval baisse un peu plus la tête. L'homme lui parle dans un patois paresseux et parfois lance « dia, sans nécessité réelle. Ils sont au diapason. Les mains ne serrent pas les mancherons de la charrue et pourtant puissamment, le soc mord, tranche et retourne. La campagne est ancienne. Aucune pratique révolutionnaire mécanique ou chimique ne vient encore la bousculer. On en parle à propos de régions plus au nord, beaucoup plus au nord, comme en Picardie ou en Beauce. C'est une campagne vallonnée, un enchantant camailleux de verre que parsèment des bourgs d'où jaillissent des clochers en briques rouges, jamais de gros bourgs, jamais de hauts clochers. Une campagne qui se déroule jusqu'aux portes de la grande ville, Toulouse, que l'on atteint après un long temps en carriole. Le soc a heurté une pierre, la charrue s'est empêtrée, l'homme a arrêté le cheval, puis il s'est penché pour détacher la boue et les herbes. La terre est basse pour lui plus que pour tout autre. Au-dessus des bois sombres, des corneilles poursuivent un rapace qui s'éloigne comme se tracent des lettres sur un tableau noir. L'homme se trouve trop loin de la ferme pour entendre ses marmots jouer, mais il tend tout de même l'oreille. À son signal, un petit claquement de langue, le cheval se remet à tirer. Jamais l'animal ne dévie, jamais équipage n'a tracé sillon plus droit. L'homme n'en nourrit cependant aucune fierté. Il accomplit simplement son labeur, comme tant de gens autour de lui. Merci. Sandra ? Oui, j'avais une question par rapport à vos titres de chapitres. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je vous lis pour la première fois, donc peut-être que c'est le cas hein, déjà dans les romans noirs, mais je trouve que c'est certains… le début d'une grande aventure. Eh ben, sans doute, sans doute. J'espère. Oui, certains, j'ai remarqué, certains n'étaient pas dénués d'humour hein, dans certains de vos titres. Et en fait, je me demandais dans le processus d'écriture si c'était quelque chose, enfin, si vos chapitres partaient justement de ces titres, si vous les inventiez après coup, si c'était aussi facile finalement de créer un titre, parce que certains sont très simples hein, finalement, puis d'autres sont plus originaux. Je pense La lutte, c'est la vie, par exemple, j'aime bien ce titre-là. Voilà, enfin, je voulais savoir si c'était quelque chose qui était important pour vous ou finalement si ça venait très simplement et si c'était lié aussi au processus de construction de la narration, si aussi ça déterminait finalement une construction particulière dans ce roman-là, comme peut-être dans d'autres hein, d'ailleurs. Alors, c'est une très bonne question parce que ça va avec la forme du récit choisi. Je suis coutumier des titres en forme de phrases. Vous regarderez ma bibliographie, l'horizon qui nous manque, mourir n'est peut-être pas la pire des choses, la vie n'est pas une punition, on y va tout droit. Voilà. Les chines. À retrouver les chines. Et puis ça fait un petit peu James Bond, hein? Oui, ça oui, fait un homme doit mourir. Bond. Un homme doit mourir. Oh là là. Donc voilà. Et puis quand dans les romans, je choisis de mettre des sous-titres, là aussi, je fais des phrases. et donc, comme je voulais changer de forme, tout devait aller avec. Le titre plus court, un colosse, et des têtes de chapitre qui me semblaient nécessaires dans l'esprit feuilletoniste du 19e, même si on n'est pas là. Il fallait une certaine concision. Voilà. Et puis après, tout se fait un peu à l'instinct. C'est étrange parce que dans le début d'un livre, se met en place ce que sera le livre de bout en bout. C'est instinctif. Voilà. Et là, effectivement, maintenant que vous le dites, la lutte, c'est la vie. C'est un gros clin d'œil parce que c'est un clin d'œil à Du bruit sous le silence où un personnage ressassait l'idée que le rugby, c'était la vie. Le rugby, c'est la vie. Nanana. Donc, parce que l'auteur aime aussi créer des petits, voilà, tendre des fils quasi invisibles, mais tout de même, pour lecteur averti, entre ces récits. Voilà.
Moi, j'ai toujours raffolé de ça pour les auteurs que j'aime, de retrouver des traces des autres livres dans les nouveaux. Même un visage, une sensation, une description au détour d'un chapitre qui me renvoie et qui crée une complicité, ça j'aime beaucoup. De la même façon, c'est pas innocent, vous l'avez compris, que j'évoque à un moment donné qu'à Toulouse, on aime la castagne. Je me suis permis un clin d'œil à l'époque contemporaine. Voilà. Et je suis sûr que ça vient de là. Hein. Si à Toulouse, les gens aiment la castagne, c'est de cette époque des lutteurs du 19e, hein, parce que ces salles de spectacle où ça bataillait, comme je le raconte dans le livre, c'était pas rien. Hein, c'était pas rien. On y allait sévèrement. Et encore, Avec ces surnoms fabuleux aux lutteurs qui restent en tête. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. C'était la poésie de l'époque, c'était le cinéma de l'époque, le théâtre de l'époque. On imagine mal, hein, c'était un monde, ce que je dis, tout un monde. J'ai répondu à la question? Je pense que oui. On va peut-être parler de votre rapport avec votre éditrice, Émilie Colombani, pour celui-ci, et également avec Jeanne Guyon, pour savoir comment les deux éditrices, comment vous travaillez avec les deux éditrices selon le genre, ou au contraire, votre manière est totalement identique, peu importe le genre, comme on l'a dit tout à l'heure, peu importe les cases, ça reste de l'écriture, et peu importe le genre. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est qu'avec Jeanne, on travaille depuis très longtemps, puisqu'elle fut, pendant les 20 ans où François Guéry fut mon éditeur, l'assistante de François, et je crois qu'elle a révisé, comme on dit dans le métier, la majorité de mes textes. Et donc, on a eu évidemment des heures de discussion, parce que Jeanne est une lectrice d'une exigence incroyable, et souvent elle a raison. Souvent, elle a raison. J'aime beaucoup travailler avec Jeanne, j'ai toujours beaucoup travaillé avec elle, parce que d'abord, c'est pas. On vous a, alors, c'est le cas de Jeanne, c'est aussi le cas d'Émilie, comme j'ai travaillé avec elle, c'est-à-dire qu'on ne vous impose pas les choses, on vous fait réfléchir sur la chose. Alors après, il y a des choses incontestables, c'est-à-dire que si par exemple, j'en avais pas fait, j'y avais veillé, mais sur le Colosse, si j'avais fait un anachronisme, heureusement que mon éditrice a l'envergure pour me le faire remarquer, ou son assistant, c'est ce qu'on attend de son éditrice, c'est-à-dire que le texte bonifie. Hein. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce que disait François Guéry, qu'à un moment donné, un livre, c'est un travail d'équipe et on travaille tous pour que le livre soit le mieux possible et que tout le monde l'aime. Tout le monde est fier de le porter. C'est ça qui est fondamental. Et c'est ça que j'attends aussi. Parce que je ne suis pas infaillible, parce que je fais des répétitions. Je ne vous parle pas des coquilles, des fautes, hein, ça, c'est autre chose. C'est la répétition malheureuse, c'est l'anachronisme qui aurait pu exister dans un colosse. Je me souviens d'une chose, et Jeanne s'en souvient très bien, puisque c'est récent, et c'est le premier livre, hein, qu'on a travaillé ensemble sous sa pleine direction, c'est l'horizon qui nous manque. J'avais à un endroit, je ne me rappelle plus, une phrase qui ne correspondait pas au contexte, en tout cas au personnage. Elle s'en souvient. Elle va opiner, Jeanne. Et Jeanne me dit, tu vois, cette phrase, je ne sais plus les mots qu'elle a choisis, elle n'a pas dit too much, ça ne lui ressemble pas, mais elle a dit, tu sais… Ah non, je n'ai pas dit too much. Elle n'a pas dit too much. Mais cette phrase était belle, j'en étais fier. Mais comme un auteur est fier d'une belle phrase qu'il a écrite, vous voyez ce que je veux dire. Et Jeanne, infaillible, si elle est faillible aussi, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec elle, mais sur ce point-là, elle me dit, ah, là, tu sais, elle n'est pas à sa place, cette phrase-là. Donc, un peu, bon, mais réfléchis. Et ça, c'est quand l'éditeur ne force pas, mais il faut réfléchir quand même. Hein. Et puis, la nuit porte conseil, et le lendemain, évidemment, j'ai admis qu'elle avait raison. J'ai enlevé cette phrase sans rien rajouter. Et à la vérité, je l'ai perdue. Et elle est si bonne, cette phrase, que je ne me souviens plus ce que c'était. Et je ne me souviens plus où elle était, ou ce qu'elle est devenue.
J'ai dû la mettre dans un coin, dans un carnet, mais voilà. Pour vous dire, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, alors, bon, Jeanne ne me contredira pas. Quand je remets un manuscrit, il est quand même très propre. C'est-à-dire que je suis de ces auteurs anxio-dépressifs évoluants. Quand je donne un texte à lire à mon éditeur et mon éditrice, il est déjà bien propre et c'est là où on peut commencer le beau boulot, quoi. Donc ça, c'est avec Jeanne, et avec Émilie, c'est pareil, il y a la même exigence. Ça a été formidable de travailler avec elle et avec notamment Luc, qui était alors son assistant, qui a eu une rigueur absolument réconfortante et parfois déroutante, parce qu'il vérifiait tout, mes affirmations historiques. Donc, il a fallu qu'on discute de certains points. On n'avait pas les mêmes sources sur certaines choses. Ça a été passionnant, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été pointées, mais pour qu'on en discute. Et évidemment, il y avait, comme dans tout récit, des choses impardonnables qu'il a fallu réviser, mais finalement, assez peu, relativement peu. Ça a été un beau boulot. Mais moi, j'aime ce moment-là dans l'écriture, c'est-à-dire que enfin, il va prendre chair, il va se finaliser. On est ensemble à le faire à ce moment-là. Jusque-là, je me suis senti beaucoup seul, parfois trop longuement seul avec mon texte. Et quand on rentre dans le vif et que voilà, j'ai jamais eu peur d'une remarque. Il faut me lire, il faut le tact, hein, il faut le tact pour me le dire. Mais c'est logique. Voilà, on est assez susceptible en tant que créateur. On a voilà, et puis on est des gens élégants. Non, mais donc il faut voilà. Mais moi j'adore ça. J'adore ça parce que c'est là où je sens que mon éditeur aime mon texte aussi. Vous voyez, hein, il y a tellement d'éditeurs qui publient des auteurs pour comme ils imprimeraient des livres simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux ressentir de l'amour pour mon texte. Donc, le premier des amours, c'est de rendre beau mon texte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne me fait pas peur. Alors, des fois, bon, c'est du boulot quand même, parce que des fois, un paragraphe à réviser, parce qu'il y a 3 répétitions, peut représenter beaucoup de travail, hein. Non, mais des fois, l'auteur dérape et il emploie 3 fois le même mot, ou il a un type de langage qui revient par livre. Vous voyez, vous avez un tic dès le début du livre, et puis, comme un enfant qui se gargarise d'un truc, tout le livre, ça revient. Et vous ne le voyez pas en tant qu'auteur. Et donc, si votre éditrice ne remarque pas qu'il y a quelque chose qui cloche, ben, il y a une scorie là, dans un texte. Il y a quelque chose de ce qu'on appelle une répétition malheureuse. Et je préfère que quelqu'un le voie avant que ça parte à l'édition, quoi, la pression. Alors Jeanne, c'est à vous maintenant. La parole est à la défense. Ah oui, mais comme en fait, il n'y a pas vraiment d'attaque, donc on va, voilà. Non, mais c'est tout à fait ce que dit Pascal, c'est exactement, ça reflète, je crois, assez fidèlement la réalité. En fait, ce travail dont il parle, qui devient un travail commun, où l'auteur n'est plus effectivement seul avec son texte et éventuellement avec ses doutes aussi, il a besoin d'avoir cet échange, puisqu'en fait, on est son éditeur, nous sommes son premier lecteur. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Je pense que pour l'auteur, c'est un moment qui est probablement assez angoissant aussi, parce qu'il se dit, bon, est-ce que finalement, moi, ce texte, j'ai vécu avec pendant des mois, voire des années. Est-ce que l'éditeur va l'aimer? Est-ce que l'éditeur va l'aimer autant que moi? Donc moi, j'ai toujours ça à l'esprit, en fait, quand je reçois un manuscrit. Je me dis, bon, voilà, l'auteur attend quelque chose, donc il faut qu'on lui fasse ce retour qui va correspondre à ses attentes aussi. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis après, c'est ce qu'a dit Pascal, c'est-à-dire le texte, c'est un roman. C'est quelque chose qui va trouver des lecteurs. Donc, il va falloir aussi que nous, on l'accompagne, qu'on le porte aussi. Le travail proprement dit de peaufinage, révision, j'aime pas trop ce terme en fait, parce que ça fait un petit peu révision de copie, je le trouve trop sec et trop violent. En tout cas, il s'applique pas très bien à Pascal. C'est plus un travail
je dirais, d'échange, de peaufinage de quelque chose qui est déjà, comme il l'a dit, dans un état très propre. Pascal ne nous rend jamais des premiers jets. Il y a des auteurs, c'est comme ça, ils ont besoin, d'autres auteurs, ils ont besoin de livrer un premier jet, ça y est, c'est sorti, puis après, il y a des étapes, il y a des versions. Pascal, ça reste très, très propre, on n'a pas le premier jet. Moi, je parlerai beaucoup avec lui je lui dis souvent ça, de vissage et de dévissage de boulons. Des fois, je lui dis, ah, là, voilà, serrer un peu ici, ou là, il faut au contraire un peu dévisser là, mais je trouve que c'est un travail de finesse, c'est un travail qu'on fait comme avec une dentelle. Il y a rarement eu, depuis le temps, enfin, je ne pense pas que tu me contredises, Pascal, de changements majeurs où il faut absolument réviser la structure ou changer complètement le rôle d'un personnage. Ah non, non, non. Comme je te le dis souvent, je dis, tu sais, c'est une petite phrase ici ou un petit quelque chose là. Je me souviens très bien de l'horizon qui nous manque, en fait. Bon, j'avais beaucoup aimé le roman, évidemment. Et je me souviens que je t'avais dit, le début, voilà, c'est pas tout à fait ça pour entrer dans le texte. Voilà, je m'avais dit, on verra, on verra. Et puis, il s'est écoulé quelques semaines et je t'avais dit, bah, je te donnerai des exemples. Et puis, en fait, tu m'as carrément renvoyé une nouvelle version en disant, voilà, j'ai changé le début. Et c'était parfait. Et c'était exactement ce que moi, je sentais qu'il fallait faire et j'avais même pas eu besoin de te le dire. Je crois que tu l'as senti tout seul, que voilà, il y avait quelque chose dans la dynamique du début qui fonctionnait pas bien et que tu es arrivé à, à faire exactement ce qu'il fallait pour que ce début fonctionne parfaitement. Et après, ça on ne se tient parle pas. aussi à demi-mot souvent, en fait. Comment? On se parle à demi-mot aussi. Oui, souvent. oui, oui. Et puis bon, après, il y a la force aussi de l'expérience. Hein. C'est vrai que après, on se fait confiance aussi. On Oui, a, ça c'est voilà, important c'est aussi. ça, hein, c'est ça qui compte. Il y a eu il y a eu un livre qui a nécessité beaucoup de travail, mais ça a été Tu ne verras plus. Je me souviens, François Guérif n'avait pas du tout été convaincu du livre et moi non plus, j'étais pas trop convaincu, il faut le dire. C'est Et celui avec lequel j'ai le souvenir qu'on avait le plus retravaillé des choses, effectivement. ouais, mais surtout, ce qui s'était passé, c'est que je l'avais abandonné. Je l'ai laissé, au lieu de le retravailler, j'en ai écrit un autre, Cruelle Nature, qui là a été reçu comme d'habitude. Et puis après, quand Ah j'ai oui, eu, oui, oui. voilà, Particulièrement bien, c'est ouais. vraiment un Et livre quand qui a été j'ai eu, primé, il et, a été... voilà, et quand j'ai eu terminé Cruelle Nature, j'ai entièrement repris Tu ne verras plus. Voilà, qui effectivement manquait de beaucoup de jus et de conviction. C'était aussi le troisième de la trilogie de Félix et peut-être que je ne savais pas terminer cette trilogie et peut-être que voilà, chaque livre a son temps de vie, voilà, la genèse est toujours. Mais un mauvais éditeur, parce que le livre n'était pas mauvais. Hein, j'étais dans mon écriture et tout, mais un mauvais éditeur l'aurait publié comme ça, je l'aurais regretté. Oui, des fois, il faut savoir attendre. Parce que Les choses se produisent. voilà, il faut être fier des Je livres pense plus que tard. c'est important d'avoir ce temps long et cette patience qu'on n'a plus forcément dans l'édition contemporaine où voilà, un auteur est censé produire son livre annuel et ça devient rapidement quelque chose de très, très formaté, de très attendu et le livre se transforme en un produit et nous, c'est tout ce qu'on ne veut pas, évidemment. Il faut pouvoir, moi je pense que c'est très important de donner à l'auteur la confiance sur le fait que les choses vont se faire, mais de lui donner aussi ce temps pour que ça se produise. L'auteur n'est pas une mécanique et la production d'un livre, évidemment, ça n'est pas un objet industriel. Et ça, il faut vraiment le dire et le redire. Je pense que ça, c'est très important. Complètement. Puis après, plus tard, ça reste quand même. Hein. Même si les livres très vite disparaissent de la circulation, n'empêche que quand vous retournez sur votre parcours, il faut que vous en soyez fier, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait un livre qui fasse désordre. Voilà. Après, c'est le lecteur qui fait la différence, parce que
On est toujours ému ensuite par la réaction des lecteurs et le goût qu'ils ont de vos livres, pour des raisons très différentes d'ailleurs, souvent. Ce qui est passionnant, c'est un autre débat peut-être. Et voilà, ce travail absolument intéressant. Mais bon, sur le travail d'écriture, on n'en parle jamais assez, mais c'est le travail fondamental. Moi, c'est là où je passe le plus de temps. Je peux être habité je suis habité longtemps par mes personnages. Je suis sur la phrase. Je cherche toujours la rythmique qui corresponde à l'état d'esprit de mon livre, à la teneur, au sujet, à mes personnages. Donc je suis assez, assez bileux, assez anxieux, et donc je suis tout le temps dans la réécriture, tout le temps, jusqu'à trouver ma musique, quoi. C'est à chaque fois ce vers quoi j'aspire. C'est quelque chose qui me ressemble le plus fidèlement au moment où je suis là, humain, vivant à ce temps-là. Et moi, je viens de Selby, hein, alors j'ai aucun rapport dans l'écriture, rapport à la cadence avec Hubert Selby Junior, mais j'ai un peu de lui dans le parcours d'homme, c'est-à-dire que j'ai une grande part je suis un peu un autodidacte en littérature, hein. Je viens d'un milieu où il y avait peu de livres, j'ai plutôt eu une démarche scientifique, donc l'écriture, ça a été quelque chose que j'ai appris beaucoup par moi-même, en ayant eu beaucoup de choses, etc. Et un jour, Hubert Selby, dans une interview qu'il donnait à Bayon à Libération, c'était en 84, il a été pour moi éclairant dans mon travail d'écriture. C'est que il a eu, je vous passe le parcours, mais à 14 ans, on l'a dit, condamné parce qu'il avait la tuberculose, il avait été sur un bateau, il est revenu complètement malade, plusieurs années à l'hôpital. Donc, pour s'occuper, pas de télévision, tout ça, à cette époque-là, les livres, il a tout lu. Et puis, après les livres, la machine à écrire, et il s'est mis à écrire. Et il a écrit ce qui est son chef-d'œuvre, Last Exit to Brooklyn, et notamment une nouvelle qui s'appelle Tralala, qui commence par de phrases très courtes, et puis plus le destin effroyable de cette jeune femme se passe, plus les phrases s'allongent, pour ne faire qu'une grande phrase. Et il a mis 3 ans pour écrire une novella qui fait 20 pages peut-être. Et à Bayon, il dit à un moment donné, j'y arrivais pas, parce que je ne savais pas faire. Mais j'ai compris une chose au bout d'un moment, c'est que la courbure de la phrase doit épouser parfaitement la psychologie des personnages. Voilà. Et pour moi, à partir de là, je me suis dit, n'essaie pas de faire littérature, mais essaie surtout d'écrire une littérature qui soit fidèle à ce que tu es, profondément. Voilà. Donc, ta rythmique doit te ressembler, le choix des mots doit te ressembler. Voilà. Et si bien qu'aujourd'hui, d'une manière assez troublante, le colosse mis à part à cause de sa dimension historique, mais si on prend l'horizon qui nous manque et les paupières de loup, on va dire qu'il y a le même étalonnage de couleurs, c'est-à-dire il y a la même écriture en fait, même si au fil des années, mon écriture s'est enrichie par les sujets, par le vocabulaire que ça m'a apporté, par aussi des facéties d'auteur. Par exemple, aujourd'hui, je traque le participe présent, il n'y en a presque plus dans mes livres. Je fais ça depuis 5 ans, avant il y en avait un peu plus. Il y a des choses comme ça qui ont changé, mais sur la musique des phrases, c'est à peu près toujours c'est la même musique, quoi. Je ne pourrais pas faire autrement. Par contre, ça exige énormément de travail, parce que pour arriver à ça, c'est très précis, puis il faut parler à haute voix, c'est-à-dire que toutes les phrases se disent. Je ne peux pas finir d'écrire une phrase et la valider dans mon esprit si elle n'est pas acceptable à la voix, par ma voix. Et donc tout ça, c'est important. C'est pour ça qu'on revient au fait que quand je donne un texte, j'en suis quand même assez sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de travail que, voilà, mais les beaux travaux, les belles choses ont aussi des défauts. Donc, c'est là où on peut faire encore un peu mieux, quoi. On vous supplie de ne pas faire autrement, en tout cas. Ne changez rien. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Et après, je passerai la parole à Stéphanie pour une dernière question. Alors, 3, 2, 1. Je ne peux pas dédicacer le livre. Ah, c'est dommage.
En effet. Il y aura Vous peut-être n'êtes pas à quai du Polar cette année, du coup? Et non, 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 ça fait quelques années que je ne suis pas invité à Quai du Polin. C'est bien dommage. On Merci va, pour la photo. on va faire cette revendication. Stéphanie, c'est à toi. Oui, bonsoir Pascal, Jeanne et tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué la question, parce que je suis arrivée un peu en retard, mais ce qui m'intéressait, je n'ai pas encore lu votre roman, mais j'aime bien l'époque, donc si j'ai bien compris, c'est milieu du 19e siècle. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment vous aviez fait pour retranscrire le vocabulaire, alors par exemple des lutteurs, mais même de façon plus large, le parler rural ou populaire en fait des situations dans lesquelles se passe le roman. Est-ce que même vous avez essayé de chercher des expressions régionales, puisque ça se passe à Toulouse et que c'est très ancré dans une géographie? Donc, comment vous avez essayé de restituer à travers le langage une certaine ambiance, une certaine atmosphère dans les dialogues, mais aussi dans le récit? Alors, c'est une très, très bonne question parce que justement, on en revient au choix des mots. Je ne suis pas parti non plus au hasard dans une narration comme cela. Il m'a fallu relire beaucoup de la littérature du 19e. Pour tout vous dire, j'ai relu tous les Rougon-Macquart, j'ai relu tout Maupassant, j'ai lu Victor Hugo, et très vite, j'ai senti le danger, quoi. J'ai senti le danger de faire historique, en abusant justement de ce style-là, que de toute façon, je n'aurais pas pu adopter parce que j'en ai pas le talent, je crois. On ne peut pas écrire comme Zola, on ne peut pas écrire comme Maupassant aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Alors j'ai pris un parti d'une écriture finalement très contemporaine qui me ressemble beaucoup, avec, je ne sais pas si vous étiez là, mais avec évidemment l'exigence de traquer l'anachronisme, voilà, pour rester dans le… Parce qu'un cheval, aujourd'hui et au 19e, est toujours un cheval. Une charrue est toujours une charrue. Après, il faut compter sur la force d'évocation. Hein, et s'il y a un train à vapeur qui passe pas loin, si les oiseaux c'est pareil, mais s'il y a une charrette, si voilà, il y a la campagne comme on l'imagine à cette époque, il n'y a pas beaucoup non plus grand chose, il n'y a pas grand besoin de vocabulaire pour l'évoquer. Parce qu'on compte aussi sur ce qu'il y a dans la tête du lecteur, quoi. Donc, j'ai pas voulu rendre ma langue trop 19e. Voilà. Et puis, j'ai pas voulu parce que j'aurais pas su maîtriser. Et ça m'a arrangé que mon colosse soit taiseux et sans doute ne parlait-il vraiment pas beaucoup. J'ai pas cédé à la tentation de l'occitan. Il y a 2 phrases en occitan dans mon livre et c'est tout. Parce que j'en aurais été incapable. Voilà. Donc, je comptais plus dans les évocations du siècle pour que le lecteur se sente à cette époque que par le langage. Voilà. Là aussi, c'était dans mon cahier des charges personnelles au début, quoi. Attention, tac, 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 tac. Voilà. Ça ne m'empêche pas à un moment donné d'avoir… Voilà, quand mes 2 personnages parlent au début, je pense que 2 personnages au 19e pouvaient parler comme ça. Et après, ce qui m'a beaucoup, ce qui a donné le sel du récit et la couleur, c'est mes emprunts aux archives vraies. Par exemple, les adresses aux lutteurs donnent le sel de l'époque, avec le choix des mots, certainement que moi, je n'aurais pas utilisé. Je réponds à la question. Oui, toujours, je crois, hein, Stéphanie. Oui. Oui, très, très, très bien. Mais j'en ai même une autre, si vous avez le temps encore de répondre. C'est que, quand j'ai vu le résumé de votre roman, ça m'a fait penser, même si c'est un peu de loin, à un autre roman qui est publié chez Rivage, c'est Les Monstres de Charles Roux. Et est-ce que vous avez… Charles Roux qui vous embrasse, hein, d'ailleurs. Hein. On en a discuté tout à l'heure, il vous embrasse. Non, pas toi, Stéphanie, juste non, pas moi.
En fait, vous ne l'avez pas forcément lu, mais il y a donc clairement une réflexion sur la monstruosité. Et est-ce que le vôtre aussi, est-ce qu'à travers le vôtre et ce personnage particulier qui est très différent déjà physiquement, est-ce que vous avez voulu aussi vous interroger sur la norme sociale, physique et ce que c'est que la monstruosité, les limites de l'humanité de la monstruosité, et de façon plus large, plus générale, est-ce que cette histoire particulière, elle apporte quelque chose au lecteur d'aujourd'hui, donc à travers un certain regard qu'on porte sur les gens, et donc est-ce qu'il y a une perspective universelle que vous avez voulu placer également dans ce roman? Ouais, évidemment, évidemment, euh, j'ai eu envie justement de poser cette question de la différence. Alors, le monstre, ça n'a pas toujours été un monstre, je trouve. Il est devenu, à un moment donné, quand il est devenu phénomène de foire, mais pas un monstre à la Elephant Man ou comme pouvaient l'être les hommes-poissons, etc. C'était d'abord un handicap, voilà. Et il a eu un certain talent, d'ailleurs, malgré lui, dans ce sens-là. À tel point, d'ailleurs, que quand il y a l'expertise médicale, il ne parlera jamais de ses heures glorieuses au médecin, parce que pour lui, ça ne doit pas avoir beaucoup d'importance. Il était d'abord laboureur. Mais oui, bien sûr que je me suis posé cette question et que j'ai eu envie voilà, de me demander comment… voilà, c'est la question de regarder l'autre toujours dans sa différence, dans ce qu'elle a d'exceptionnel, de dérangeant, ouais, la différence dérangeante, voilà, et qui nous effraie tous parce que il y a un peu de monstre en nous, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on n'est pas jamais à l'abri tout d'un coup d'être considéré par les autres comme quelqu'un voilà, de pas acceptable, enfin, tellement on pourrait devenir différent. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais oui, ça interroge ça, la différence, le regard qu'on porte sur des gens qui n'ont pas eu toutes les chances. Et la pire des malchances, c'est de naître comme la société ne l'admet pas en général. Au 19e siècle, il n'y avait pas de sélection, hein, puisqu'il n'y avait pas d'échographie, on ne regardait pas à l'intérieur des gens, il n'y avait pas cette sélection qui s'est opérée plus tard, ni les progrès de la science qui ont permis de rectifier certaines des anomalies de l'humain. À l'époque, le peuple, le monde était peuplé de gens parfois très, très différents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais néanmoins, il reste ce regard particulier qu'on porte à l'autre quand il est très différent. Et voilà, quoi. Il y a eu un Jean-Pierre Mazas, il n'y a pas longtemps, le géant André. Vous avez entendu parler de cet homme? Il avait les mêmes origines que mon géant, paysanne, et il a été victime de l'acromégalie. Et il a eu un parcours de lutteur moderne qui s'est achevé par une mort prématurée dans les années 80. Et donc voilà, le sujet est d'actualité et ô combien, ô combien. C'est une façon aussi de s'interroger sur soi-même, hein. Le créateur, l'écrivain est une sorte de monstre. C'est vrai, hein, comment on regarde la création, les gens qui créent, c'est étrange. Les gens différents comme ça, c'est aussi ça que j'ai voulu un petit peu exprimer à travers mon Jean-Pierre. Mais c'était vraiment malgré lui. Et il n'a pas voulu faire carrière d'ailleurs. Il voulait pas qu'on dise que c'était autre chose qu'un laboureur, quoi. Sur ses affiches, c'était marqué le laboureur. Peut-être un dernier mot sur l'illustration de la couverture, en tout cas le bandeau, sur ce rhinocéros en équilibre. Alors j'ai du mal à distinguer si c'est en équilibre sur le monde, tout simplement, ou si c'est sur un bestiaire. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est plutôt forte, cette couverture. Et elle nous montre aussi que vous n'avez pas cédé à la tentation
de mettre une photo de Jean-Pierre Mazas. Ça aurait pu, vu le pouvoir que ces photos de lui ont sur nous et sur tout le monde. Pourquoi ce choix-là? Peut-être que l'éditrice Émilie aurait pu répondre, mais je ne sais pas si vous avez eu un avis sur ça, Pascal. J'imagine que oui. Oui, il y avait plusieurs projets. Il y en avait un qui était agréable, mais il donnait trop d'indications quant à la teneur du livre. C'était un rideau rouge avec l'ombre d'un géant, justement. Ça illustrait un peu trop, je trouve. On n'a jamais eu la tentation de mettre le portrait de Jean-Pierre Mazas en bandeau. Ça aurait été triste, malvenu même, je trouve. Voilà. Et puis, cette idée-là m'a été proposée et je l'ai trouvée formidable parce que, justement, c'était une idée. Ce n'était pas l'illustration du livre, mais ça racontait quand même le livre, le spectacle, cette espèce de force incroyable du rhinocéros, donc qui écrase le monde, la collerette. La main tendue. La main voilà, tendue. oui. Et moi, j'ai cru à un moment donné que c'était un détail d'une toile de la Renaissance. Et à la vérité, c'est une artiste moderne qui fait ça, dont on va dire le nom, que j'ai oublié évidemment là, qui s'appelle Maggie Taylor. Et allez voir son site, il est assez fascinant. C'est une artiste contemporaine qui a fait ce rhinocéros. Voilà, ce qui comptait, c'était l'idée. J'ai beaucoup aimé la force, voilà, la métaphore. La métaphore. On est dans la poétique, voilà. Et puis ça permettait plus franchement d'imposer ce livre comme un roman d'abord, je trouve. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Je ne sais pas si ça sera la couverture qui sera choisie quand viendra l'heure du poche, mais ça pourra avoir une certaine allure, je trouve. Ouais, je pense aussi. Il est temps de vous remercier tous les deux. Merci Jeanne et Pascal. Rencontre passionnante, mais je le sentais, je le présumais à la teneur du livre. C'est un sujet passionnant et j'espère que vous allez aussi à un moment donné, à travers le noir, certes d'un côté, mais peut-être avec ce genre d'ouvrage-là en tant qu'enquêteur principal, j'espère que vous allez continuer là-dedans parce que vous avez véritablement un certain talent pour nous faire attacher, ou en tout cas nous attacher à ces personnages-là, un paysan du 19e siècle, peut-être que personne n'aurait croisé. Et pour le coup, vous avez réussi ce pari fou de nous le rendre véritablement extrêmement attachant, même si on va mettre des bémols si jamais le meurtre a été commis sur cet enfant. Mystère intégral, mais en tout cas, on aime Jean-Pierre Mazas comme vous nous l'avez décrit. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tout le monde. C'était très agréable. C'est bien de parler de ça. Avec plaisir. À bientôt, Pascal. À bientôt, Jeanne. À bientôt. À jeudi. À jeudi, on discute. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.